Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité à l'émission Droit à la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette émission parce que c'est rare qu'il y ait quand même de bonnes nouvelles. Et quand il y en a, souvent nous n'insistons pas assez. Nous développons ainsi malheureusement une psychologie de la défaite et du désespoir. Il est temps, de temps en temps, quand il y a une bonne chose, nous puissions la célébrer. Je suis donc porteur de ce que vous savez, mais mon devoir est de vous le rappeler. Nous sommes bel et bien en RDC et cette année 2014 constitue une année charnière parce qu'il y a quelques jours à Mexico, nous sommes dans le continent américain, sud-américain. Le Congo, notre pays, la RDC, a été déclaré pays conforme dans le cadre du processus de l'ITIE. L'ITIE, c'est l'initiative de transparence dans les secteurs industrie extractive. Cette phrase rapidement dite ne dit pas exactement l'ampleur de l'événement. Parce que déclarer un pays conforme, ça voudrait dire lui donner les chances d'avoir un socle sur lequel il peut bâtir son développement. Et cette décision du conseil d'administration de l'ITIE était attendue par tout un peuple, mais surtout attendue par les acteurs principaux, notamment les gouvernements et l'ensemble des acteurs. C'est une première décision. Une deuxième décision qui a été prise, une deuxième bonne nouvelle, c'est que la Banque mondiale, dans le cadre du service Country Policy and Institutional Access, a publié un rapport qui, aujourd'hui, déclare que le pays a amélioré sa capacité de gouvernance de 2,7 à 2,9. Ces deux nouvelles, apparemment anodines, sont des nouvelles importantes et elles méritent qu'on y revienne. Pour en parler, pour entrer dans le fond de la question, pour que nous comprenions l'enjeu qui s'est joué, mais surtout aussi pour que nous puissions encourager la dynamique de ceux qui travaillent dans le sens d'améliorer les choses. J'ai le plaisir de recevoir ici celui qui n'est plus à présenter, M. Al Kitenge, qui est stratégiste, aujourd'hui presque un coach du développement et des questions de stratégie. Merci donc d'être là avec moi. Nous allons parler de l'ITIE, nous allons parler énormément de notre pays, nous allons parler des acteurs, nous allons parler de ceux qui auront des médailles ce soir dans cette émission pour ce qu'ils ont fait, mais nous parlerons aussi surtout de votre vision de la question. Vous revenez tout récemment du Brésil. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous êtes devenu ambassadeur ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement avant d'entrer en matière? Non, je répondais à une invitation du gouvernement gabonais qui, dans le cadre du programme Gabon émergent 2025, a décidé de travailler sur son grand cheval qui se trouve être la fonction publique. Afin de la mettre en état. Je suis donc consultant sur les questions de performance d'entreprise et performance de gouvernement. J'étais un peu jaloux de lire ça dans Géopolis quand j'ai lu que le gouvernement gabonais vous a consulté. Vous êtes quand même consulté aussi par le gouvernement congolais, j'espère. Bien entendu, je suis assez consulté sur un certain nombre de questions de manière tout à fait sectorielle. Le plaisir d'être consulté par un gouvernement qui n'est pas le nôtre, c'est que finalement vous avez la possibilité de dire les choses de manière beaucoup plus simple sans que personne ne pense que vous vouliez prendre son poste. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit est entré dans les oreilles de ceux qui savent entendre. Nous allons donc revenir à Mexico. C'est effectivement une très très grande décision. C'est une décision qui a été félicitée, qui a été saluée par un communiqué du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a fait un communiqué officiel. Mais pour que nous puissions nous rendre compte un tout petit peu de ce que c'est effectivement l'ITIE et comment ceci mérite que nous puissions y revenir, nous allons proposer un petit document que notre rédaction a réalisé pour que nous comprenions à peu près le processus de l'ITIE, la décision de Mexico, elle donne exactement quel type de couleur à ce qui va se passer demain. Suivons et nous revenons retrouver notre invité. Suivons. Enfin, mieux vaut tard que jamais, dit-on. La République démocratique du Congo devient un membre à part entière de l'ITIE. Mexico, le 2 juillet 2014, la République démocratique du Congo a été reconnue membre à part entière de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en sigle ITIE. Le pays étant désormais conforme
à la norme mondiale de transparence des litiges, ces citoyens auront désormais la possibilité d'accéder à des informations détaillées sur la manière dont leurs ressources naturelles sont gérées. L'industrie, le gouvernement et la société civile travailleront de concert pour informer le débat sur la gestion des ressources pétrolières, gazières et minérales du pays. Réunis à Mexico, les membres du conseil d'administration des litiges ont désigné la RDC conforme à l'ITIE et ont salué les efforts et l'engagement résolu de son gouvernement dans la mise en œuvre de l'initiative. Madame Claire Schott, présidente du conseil d'administration des litiges, a à cette occasion félicité la RDC d'être devenue un membre à part entière de la famille des litiges. En dépit de nombreux problèmes auxquels le pays est confronté. Selon elle, le peuple congolais a uni ses efforts pour introduire la transparence et la redevabilité dans la gestion de ses ressources naturelles. Mêmes éloges pour Jonas Mombert, chef du secrétariat international des litiges, pour qui la RDC a fait preuve d'un degré d'engagement tout à fait remarquable à l'égard du processus des litiges. Processus qui ne peut résoudre tous les problèmes d'un pays si grand, mais qui apporte manifestement la transparence et la redevabilité à un secteur complexe qui a été mal géré durant les années antérieures. La conformité à l'ITIE ne signifie donc pas que les ressources naturelles d'un pays sont gérées de manière parfaite, mais que les pays disposent d'un processus de base qui est efficace et qui permet un débat bien informé. La conformité permet à ce que le secteur important des ressources naturelles en RDC contribue au développement à long terme du pays. L'ITIE international s'est réjoui à l'avance de pouvoir continuer à collaborer avec ses partenaires en RDC sur la mise en œuvre de réformes nécessaires. Le pays aura besoin d'une volonté politique soutenue pour progresser sur cette bonne voie. Le texte de la déclaration finale précise entre autres que le conseil d'administration désigne la République démocratique du Congo, pays conforme à l'ITIE, et lève sa suspension avec effet au 2 juillet 2014. Ayant examiné une étude préparée par le secrétariat international, le Conseil a déclaré que la RDC avait accompli les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées dans les règles des litiges. Le Conseil a également salué le travail accompli par le groupe multipartite pour que l'accord SICOMINE soit examiné conformément à l'exigence numéro 9. Le Conseil d'administration fait appel au groupe multipartite pour qu'il veille à ce que ces types d'accords soient traités dans le prochain rapport ITIE conformément à l'exigence 4.1. La RDC a aussi été encouragée à poursuivre la mise en œuvre de l'ITIE, notamment en mettant à jour le plan de travail dès que possible pour la mise en œuvre des exigences des litiges suivant le délai fixé ci-dessous. Monsieur Kitenge, merci encore une fois de votre présence ici. Alors, évidemment, j'ai été très enthousiaste. Au début, je suis un homme optimiste par nature. J'essaie de voir les choses quand elles vont très bien. Mais vous savez, quand vous basculez du bien vers le mal, tout le monde en parle énormément. Ça devient une affaire d'État. Mais quand vous basculez du mal vers le bien, généralement les gens n'en parlent pas. Or ici, j'ai l'impression que nous avons basculé du mal vers le bien. Est-ce que je me trompe ou je suis encore très optimiste? Monsieur Kalengai, je pense que vous mettez le point sur une question fondamentale dans ce pays, la question de la nation. Dans quoi nous reconnaissons-nous? Le peuple congolais s'est vacciné lui-même et a trouvé les astuces nécessaires pour ne se reconnaître que dans le mal. Et c'est dramatique. Il est important que ce pays apprenne à être fier de ses résultats. Et là, nous sommes devant une véritable justification de fierté. Vous savez, que vous soyez reconnu pays pauvre très endetté, ce n'est pas agréable, mais tout le monde en parlait comme si c'était un bon slogan, et qu'on nous dise par les institutions de la Banque mondiale que nous sommes presque derniers sur l'échelle de classement en matière de corruption, tout le monde va en faire le grand écho, mais que le monde entier reconnaisse que nous sommes conformes à des exigences de transparence dans le secteur, qui est en fait le secteur moteur de notre économie. Tout le monde voudrait faire comme si ce n'était pas grave. Mais c'est très grave positivement. Il est important
important que les Congolais se rendent compte que notre pays progresse. Et dans la dynamique du progrès, dans la dynamique du bien, il est important que nous consolidions nos bases et que nous puissions être en mesure de bâtir sur celles-ci. Si les résultats n'étaient pas portés par des hommes, peut-être que l'on pourrait facilement les célébrer. Mais comme célébrer les résultats signifie aussi célébrer les hommes, je crois que c'est ça qui peut expliquer ceci ou cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les hommes, quand ils sont hommes d'État, ils ne s'appartiennent plus. Ils n'ont plus de couleur ni de tribu. C'est des hommes qui appartiennent à la symbolique nationale. Il faut bien que ce soit un de nos fils qui porte cela. Et quand il y en a un qui le porte bien, nous devons être en mesure de le féliciter. Quand c'est un groupe qui le porte bien, nous devons être en mesure de le féliciter également. Il faudrait vous rendre compte que la nation a ceci de particulier, c'est qu'elle est continue. Elle ne change pas parce que les hommes ont changé. Il s'agit de la nation, elle restera la même. Et il est bon, même pour ceux qui ont des ambitions de gérer la République demain, qui se disent que cette République et cette nation avancent, de sorte que quand j'y arriverai, je la trouve à un point de départ correct pour que je puisse être en mesure d'exploser les résultats. Cette dynamique philosophique des gens qui veulent que le pays coule toujours parce que ce n'est pas eux qui sont aux commandes, c'est très diabolique et c'est inacceptable. Alors, revenons un peu maintenant au secteur lui-même, au secteur des hydrocarbures, au secteur des mines, etc. Il est vrai que le rapport, comme vous l'avez vu dans l'élément que nous avons préparé, c'est que le rapport lui-même qui a été déposé, qui a été accepté, voudrait que les ressources de notre industrie extractive puissent servir au développement de la nation. Il est vrai aussi que le cap a été donné, les chefs de l'État avaient déjà dit, le cap c'est l'émergence. Alors je me demande entre les politiques menées réellement, les politiques publiques menées réellement, et les caps qui est recherché, est-ce que les gens ne se nourrissent pas que des slogans et des mots et n'entrent pas dans les fonds? Quand vous regardez le secteur lui-même, pensez-vous qu'il reflète la conformité? Je suis particulièrement heureux que vous posiez cette question. Vous posez la question de l'émergence en 2030 et vous jouez sur le rôle du pétrole, des produits miniers et bien entendu tout ce qui est extractif, en l'occurrence le bois. S'il m'était donné de décider, je mettrais un bémol très fort sur le secteur du bois, pour une simple raison. Le cycle économique du bois est 60 jours. Quand vous avez coupé dans la forêt, vous pouvez la vendre dans les 60 jours et encaisser de l'argent. Lorsque vous entrez dans le secteur minier et pétrolier, le cycle est extrêmement long. Il est aux alentours de 7 à 8 ans pour que vous commenciez à trouver de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, déjà, ma stratégie aurait été un petit peu différente. Qu'à cela ne tienne, je voudrais quand même donner un deuxième chiffre. Nous avons aujourd'hui frôlé presque le million de dollars, le million de tonnes plutôt de cuivre. Allez, admettons que nous l'avions et que nous prenions le taux le plus élevé, qui est celui de 8 000 $ la tonne. Ça veut dire qu'en fait, nous aurions pu encaisser, en termes de chiffre d'affaires, à peu près 8 milliards de dollars. Si l'État était très performant et qu'il touchait seulement 30 ou 40%, nous sommes entre 2 quelque chose et 3 quelque chose milliards de dollars. Une manière de vous dire, ce n'est pas ça qui changera la vie de la République démocratique du Congo. Il est important qu'en même temps que nous utilisons nos matières extractives qui sont par définition épuisables, nous ayons une stratégie beaucoup plus large. Et la stratégie beaucoup plus large aujourd'hui, c'est le tourisme, c'est l'agriculture, mais l'industrie agroalimentaire. Il est important que nous comprenions le rôle que nous voulons donner à notre secteur extractif. Mon point de vue, c'est que c'est un levier économique et financier, mais pour une économie secondaire et tertiaire. Et pour ça, il est important que nous ayons une vue plutôt globalisante. Isoler les miniers, le secteur minier et le secteur forestier et le secteur pétrolier, c'est se tromper d'avenir. Simplement parce que, d'abord, le volume financier que nous attendons de ça est assez limité. 2, c'est des matières toutes épuisables. À côté de ça, nous avons quand même un grand potentiel. Celui-là, il est inépuisable. C'est le potentiel hydroélectrique. Nous sommes porteurs d'à peu près 106 000 mégawatts de potentiel au Congo. Si nous avons des investissements non seulement pour la production de ce courant, mais également pour la distribution aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de manière interconnectée, nous sommes en train de parler de 72 milliards de dollars chaque année. Et donc, notre recherche doit aller beaucoup plus loin et même le secteur minier doit pouvoir prendre son rôle qui est celui d'un levier et plutôt d'une base. Mais alors, évidemment, l'engagement des politiques est essentiel quand on veut faire des réformes économiques. Il est vrai que le gouvernement aujourd'hui dirigé par le Premier ministre Matata, évidemment sous le patronage et la houlette de Joseph Kabila, s'est engagé et la preuve c'est que le pays est passé conforme. Mais la question que je me pose, c'est que l'engagement du gouvernement, des autorités et la structure de notre économie. Parce que vous savez, l'économie, on me dit qu'elle est informelle, hein, pour la plupart. Est-ce que cet engagement peut changer
profondément les choses. On peut être décidé, on peut être de bonne volonté, mais on change les choses en superficie. Est-ce que l'économie congolaise n'a pas une dynamique qui échapperait, et c'est une hypothèse de folie, mais je la pose quand même, qui échapperait au contrôle réel des dirigeants? Willy, vous touchez quelque chose de drastique et peut-être bien qu'il est bon qu'on en parle. Vous savez, le problème de l'économie congolaise, c'est sa taille, mais c'est aussi sa couverture géographique. Mais c'est le même drame pour l'État. L'État, il est présent sur un territoire très limité. La couverture du service public est très limitée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, autant on ne donne pas des services publics à une grande partie des Congolais, autant ils ne participent pas à l'économie. Et donc aujourd'hui, si nous désirons corriger la question, nous allons sur les fondamentaux de l'économie. C'est le nombre de personnes qui sont impliquées, nous avons la chance d'en avoir beaucoup, mais également leur donner le pouvoir d'achat, ça veut dire leur donner du travail. Pour leur donner du travail, il faut leur donner des compétences qu'ils doivent être en mesure de vendre. Deuxième chose, c'est l'état des lieux de la situation. Lorsque vous regardez notre économie, elle est basée sur ce que nous avons entre les mains, les ressources naturelles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle passe au devant. Mais nous avons également énormément de ressources que nous n'exploitons pas, le potentiel touristique. Mais c'est ce potentiel hydroélectrique également qui, chaque fois que les mètres cubes d'eau passent, ne nous apportent rien, nous avons jeté de l'argent par la fenêtre. Mais je crois aussi que la plus grosse difficulté est liée au fait que tout est trop politique de nation. Quand je dis tout est politique, c'est que même l'avenir du pays, on a tendance à penser que ça dépend de la couleur absolue. Et ça, c'est très grave. Je pense que le jour où nous aurons la capacité de dépasser cela et que nous mettrons les problèmes réels de la République sur la table, nous comprendrons que nos défis sont très dangereux. Les défis du peuple congolais sont graves. Il s'agit des femmes qui accouchent sans aucune assistance, il y a des gens qui meurent de maladies prévisibles, il y a nos enfants qui ne sont simplement pas vaccinés. Pour ne citer que ces éléments, vous vous rendez bien compte que notre situation est très grave. Nous avons à peu près 70% de notre population qui ne sait ni lire ni écrire correctement. Oui, notre degré de compétitivité est très faible. Et si nous avons ça comme défi, je crois que les querelles politiciennes devraient s'arrêter à un moment donné. Ce serait un sens de maturité politique et un sens de maturité citoyenne. Et ça permettrait que nous décidions finalement de notre fameux plan national de développement qui tient en compte la santé, qui tient en compte l'enseignement, mais qui tient surtout en compte les infrastructures qui faciliteront la pratique de l'économie, aussi bien par les Congolais que par les étrangers. Il est important, Willy, qu'on se rende compte dans quel pays on est. Nous sommes dans un pays de 2 345 000 km², 70 millions de personnes. Nous avons fait un exercice récemment. C'est celui de prendre le budget de l'Angola, le convertir par tête d'habitant et au kilomètre carré, qui est en fait le défi de chaque président. Comment je sers mes citoyens et comment je prends en charge le territoire national. Eh bien, le défi montre de manière assez claire que le rapport pour l'Angola par rapport au Congo est de 560 et le rapport entre le Congo-Brazzaville et nous est à peu près 230. Ça veut dire qu'en fait le défi politique de la gestion des hommes et du territoire de Joseph Kabila est 561 fois plus élevé que celui de l'Angola et 200 quelque chose de fois plus difficile que celui du Congo-Brazzaville. Alors à un moment donné, ça devrait nous interpeller tous en disant il est esseulé cet homme. Il est important qu'on se rende compte que nous devons mettre tous la main à la pâte. Pour le faire, il faudrait qu'on arrive à se rendre compte que tout n'est pas politique. Il faudrait bien que les politiciens prennent en compte la nature et la grandeur des défis pour être en mesure de partager la responsabilité. Aujourd'hui, les seuls responsables sont les hommes politiques et les hommes politiques de la couleur qui est au pouvoir. Et je pense simplement que nous passons à côté de la plaque. Essentiellement lorsque vous regardez l'économie comme étant cette science qui sert le citoyen là où il est en procurant non seulement le bien-être mais les capacités de se développer. Ce que vous avez dit, vous l'avez déjà dit, c'est un créneau sur lequel vous avez beaucoup appuyé et je suis d'accord avec vous. Il faut bel et bien que nous puissions dépasser les cadres de la simple appartenance politicienne pour entrer dans les cadres de la nation. Et la preuve, c'est que c'est le pays qui a été déclaré conforme et non le gouvernement Matata et non le gouvernement d'un tel ou d'un X. Vous avez raison, M. Kitenge. Et d'ailleurs, parce que pour qu'on se rende compte que c'est un processus qui a été long, qui a été difficile, pour arriver à la transparence dans un secteur où la mafia s'était installée, où l'administration financière de notre pays n'était pas forcément la meilleure. Nous avons réalisé un petit condensé des déclarations faites par les coordonnateurs du secrétaire exécutif de l'ITIE national, le professeur Marc Ndouba, qui était à Mexico évidemment pour recevoir cette désignation avec beaucoup de joie, mais qui a passé des nuits blanches pour pouvoir avoir des rapports, des déclarations. Nous avons fait quelques condensés des déclarations qu'il a faites à notre micro en 2012, en 2013. Vous allez vous rendre compte que nous venons de très loin. Suivons.
je voudrais vous dire que nous avons toujours défini à l'ITIE